Sans plus attendre, passons tout de suite à la première table ronde de la journée, dont le titre est « Partager l'essentiel, une ambition ». Petite introduction à cette table ronde. Depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, nous vivons au rythme d'attentats dramatiques. Une jeunesse, notre jeunesse, a été particulièrement touchée par sa propre jeunesse, par ses propres jeunes. Cette première table ronde n'a pas pour objectif de débattre sur les attentats. Elle n'a pas pour objectif de parler uniquement du monde musulman ou des religions. Elle a pour objectif de parler du partage, comment on se rassemble, comment ces fractures peuvent apparaître entre une jeunesse qui a peut-être différentes origines, différentes cultures, différentes ambitions, convictions, opinions. Mais comment peut-on trouver des éléments communs qui nous rassemblent, que nous pouvons partager, qui nous rapprochent? Pour parler de cette table ronde et pour débattre sur ce sujet, je vous remercie d'accueillir Tracy, Antoine, Robert et Dounia Bouza. Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder? Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je m'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. D'abord, merci à tous d'avoir accepté de participer à cette première table ronde de ce colloque. Afin que tout le monde vous connaisse dans la salle, je vous demanderai de pouvoir vous présenter rapidement chacun ce que vous faites et puis évidemment votre rapport à la franc-maçonnerie pour qu'on soit bien tous transparents sur cet élément. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, je travaille dans l'immobilier, je crois que je peux le dire, et je ne suis pas franc-maçon, voilà, pour mettre les choses au clair. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend, c'est bon? C'est bon, tout le monde entend bien? Bonjour à tous, donc moi c'est Tracy, j'ai 28 ans, je suis future chef d'entreprise dans le domaine de la mode et du luxe et je suis franc-maçonne à la Grande Loge féminine de France. Bonjour, je suis Robert de Rosa, enseignant en retraite aujourd'hui, vous vous en doutez vu mon aspect. Après des années d'enseignement qui m'ont beaucoup apporté, où j'ai à la fois enseigné la lecture et aussi formé des enseignants à l'enseignement de l'éducation artistique, en art plastique en particulier. Bon. Et puis depuis, je suis aussi franc-maçon à la Grande Loge de France depuis un certain nombre d'années maintenant, puisque cette année, cela fera 50 ans. Bonjour à tous, moi je m'appelle Dounia Bouza, je suis un condensé d'origine corse, italienne, algérienne, marocaine. Je suis une ancienne éducatrice, j'ai repris mes études après, donc je suis docteur en anthropologie maintenant, donc une vieille femme de terrain, une jeune universitaire. Et en fait, je travaille sur le fait musulman depuis 15 ans. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on comprend l'islam quand on a grandi à l'école de la République, qu'on a une culture française, qu'on a appris à dire « je » et qu'on a été en contact avec des jeunes qui ne croient pas en Dieu ou qui sont juifs ou qui sont chrétiens ou d'autres musulmans, d'autres cultures. Comment on comprend l'islam? Et malheureusement, j'ai plongé dans le radicalisme il y a 5 ou 6 ans. Donc, j'ai construit le CPDSI, le Centre de prévention contre les dérives sectaires à l'islam, qui aujourd'hui est mandaté par le ministre de l'Intérieur pour former toutes les équipes anti-radicalité des préfectures pour justement apprendre à ces jeunes à partager l'essentiel. Et on va voir comment, au contraire, le radicalisme, ça consiste à empêcher les jeunes de partager l'essentiel. Je ne suis pas du tout franc-maçonne, mais ça fait 2-3 fois que je viens partager mon essentiel avec eux. Voilà. Merci Dounia. Alors pour introduire cette table ronde, Robert, pourriez-vous nous
Oui, parce que le maître mot de cette table ronde, c'est partager. Moi, je l'articule en deux temps. Partager d'abord et puis essayer de définir l'essentiel après, naissant précisément de cet échange du partage. Mais vous allez vous dire pourquoi les francs-maçons qui se replient dans leur loge veulent aujourd'hui partager. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? En fait, pas du tout. Parce que vous avez bien ressenti, vous tous, dans le présent qui nous assaille, qu'il est difficile de se faire une opinion, qu'il est difficile de faire des choix. Le présent est confus. Un vieux philosophe l'a répété, nous sommes perdus dans le présent et nous arrivons très mal à définir les lignes de l'avenir. Par conséquent, la nécessité pour essayer de s'y retrouver et de s'orienter, c'est de prendre de la distance. C'est d'établir un espace entre les phénomènes qui nous assaillent et nous qui essayons de les comprendre et de les ordonner. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons dans nos loges, dans des loges fermées où on ne reçoit que les adhérents pour essayer de trouver un espace de calme et de réflexion qui nous permettent de retrouver du sens aux événements qui nous submergent. Alors il n'y a pas de contradiction, parce que le résultat de ces réflexions, eh bien, nous venons le partager. Et puis il y a un autre aspect qui est extrêmement important dans ce travail et dans cette réflexion, c'est que, alors que dans la société, les couches sociales peuvent être assez largement mélangées, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les générations. Vous avez pu vous en rendre compte, il y a très souvent des fractures, voire même des conflits entre générations. Et la caractéristique de la franc-maçonnerie, c'est justement de mêler totalement les générations. Nous avons tous, maçons, sans doute des exemples d'entrée en loge un soir de plusieurs nouveaux arrivants avec un jeune de 30 ans et un maçon qui en a 60 ou 70. Et ils sont frères sur le même pied d'égalité et peuvent échanger de la même façon. Ça, c'est à mon avis un petit peu la caractéristique de la franc-maçonnerie. Ce qui fait dire d'ailleurs parfois à certains profanes, comme on les appelle, c'est-à-dire qui ne font pas partie de notre institution, qui se posent des questions en voyant ces relations fraternelles entre des personnes de générations totalement différentes. Alors voilà, le sens du mot « partage » aujourd'hui, c'est de sortir des clichés habituels et d'échanger réellement sur le fond, parce que c'est nécessaire. Tout à l'heure, je ne vais pas reprendre les propos de Madame la Ministre, mais effectivement, la façon dont elle nous a décrit le fonctionnement de Google montre qu'il y a un danger grave dessus. Et rien ne peut remplacer l'échange que nous avons aujourd'hui, qui est une véritable communication avec non pas simplement des réactions, mais des boucles de rétroaction qui permettent de modifier le comportement ou l'opinion de chacun. Et je crois que, en ce sens, Madame Donia Bouzard va vous donner un certain nombre d'exemples précis vous montrant le danger, la dangerosité de l'information puisée sans échange. Madame Bouzard, Donia. Merci beaucoup. Moi, je vais vous faire rentrer dans l'univers d'Internet et à partir de l'étude des conversations avec des jeunes qui ont basculé dans la haine des autres, je vais vous montrer comment ça s'articule tout bêtement. La première chose dont il faut prendre conscience, c'est que si on arrive à vivre ensemble les uns avec les autres, c'est qu'on a l'impression d'avoir une certaine similitude entre êtres humains et qu'on sait qu'on se ressemble d'abord avant d'être séparés par des différences. On sait que l'autre va avoir un comportement globalement similaire au nôtre. Et c'est pour ça qu'on peut vivre ensemble. C'est ça que vont casser les radicaux de tous bords.
ma télécommande ne marche pas. Problème technique. Même si je monte la main, même si je me mets debout, ça ne marche toujours pas. Je propose qu'on le fasse à la main et que quelqu'un passe le slide d'après. Ah, très Je bien. vais rester debout si ça ne vous dérange pas, comme ça je vois un petit peu ce dont je vous parle. Non, on va revenir en arrière. Ah, c'était bien. C'est pour ça que j'avais demandé à le faire moi-même, d'ailleurs, c'est toujours plus facile. Hop. Voilà. Alors, on va dire que moi, je ne fais rien. Ça, c'est exactement le processus qui fait qu'un être humain ne peut plus rien partager avec un autre être humain. Et on va voir comment, dans le discours d'Internet, ce jeune, on va essayer de l'isoler de tous les interlocuteurs avec lesquels il était en relation. On va essayer de l'isoler avec ses anciens amis, avec ses activités de loisirs, avec l'école, bien entendu, mais aussi avec ses parents. Comment est-ce qu'on va l'isoler? C'est ce passage-là qu'on va regarder ensemble. On va l'isoler en lui envoyant des émotions anxiogènes pour lui faire croire qu'il est dans un monde d'ennemis et qu'il doit se protéger de tous les gens qui sont autour de lui. La deuxième étape du processus de radicalité, ça va être de détruire l'individu, et c'est le groupe qui petit à petit va manger l'individu. L'identité du groupe va prendre l'identité de l'individu, et l'individu ne va plus penser par lui-même. Au bout d'un certain temps, le groupe va penser à sa place. Mais ça, je ne vais pas le traiter aujourd'hui. La troisième étape, c'est que le jeune a l'impression qu'il va être en mission divine. On va lui présenter une raison de s'engager avec ce nouveau groupe, comme s'il devait régénérer le monde lui-même. Mais, contrairement à Al-Qaïda, les recruteurs de Daesh, ils pensent en français, ils rêvent en français. Je ne vais pas dire ils aiment en français parce qu'ils n'aiment plus rien, mais en tout cas, ils cogitent en français et ils vont se servir des débats français, de l'actualité française. Ils vont proposer une raison de s'engager aux jeunes qui correspond à leur profil psychologique. Il n'y a pas qu'un seul discours qui fait basculer un jeune dans cette EN. On va adapter le discours au profil psychologique du jeune que, grâce à Internet, on va pouvoir cerner, parce qu'on va discuter avec lui, parce que, comme les prédateurs pédophiles, on va faire parler et on va arriver masqué, c'est-à-dire que quand on va parler aux jeunes, on ne va pas lui dire « Coucou, je suis un recruteur de Daesh », bien entendu. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la double déshumanisation. C'est le summum du contraire de ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que l'individu qui s'engage ne va plus ressentir d'émotion, il va avoir le sentiment que le sentiment humain, la sensation que le sentiment humain parasite dans sa mission divine, mais ce qui est très fort aussi, c'est qu'ils ne vont pas uniquement tuer ceux qui ne pensent pas comme eux, ils vont aussi les couper en morceaux pour avoir l'impression qu'ils ne sont plus des humains, c'est-à-dire ils vont déshumaniser leurs victimes de façon à ne pas ressentir de sentiment de culpabilité. Ça, c'est la chose qui est commune avec les nazis, vous le savez, puisque les nazis brûlaient les juifs pour ne pas avoir l'impression de brûler un être humain, pour ne plus rien avoir de commun. Je n'ai plus rien de commun avec toi, tu ne me ressembles pas. Tu es des morceaux de quelque chose, tu es une chose, et ça va être la fin du processus. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler que de la première étape de l'isolement du jeune. Alors, tout va être fait pour que le jeune se méfie de tout le monde et... elle marche maintenant? Ah, super. Normalement. Voilà. Tout va être fait pour que le jeune ait vraiment l'impression que tous les adultes lui mentent. Je vais vous faire rentrer dans ces vidéos. Vous allez voir qu'on peut partir d'un exposé sur la malbouffe pour finir dans les rangs de Daesh. Nous avons suivi 1000 jeunes depuis 1 an et demi et je peux vous assurer que les recruteurs sont très malins. La première chose, c'est qu'ils vont dire aux jeunes: tous les adultes te mentent. On te ment sur la nourriture, les produits chimiques, on te ment sur les vaccins. Il y a des firmes qui mettent des vaccins qui sont encore dangereux et c'est fait exprès. On te ment sur aussi les médicaments. On te ment sur l'histoire, bien entendu.
On te ment sur la politique. Les politiques sont tous des corrompus. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Régulièrement, la réalité vient nous illustrer cette théorie. Petit à petit, dans les vidéos suivantes, vous allez voir qu'ils disent « Mais ce ne sont pas uniquement des adultes qui te mentent. Ce sont des sociétés secrètes qui, en général, sont d'ailleurs hébergées par Israël, des Illuminati, des francs-maçons, qui ont acheté le monde entier et qui ont inventé le chômage, qui ont inventé les produits chimiques pour que les peuples meurent, qui ont inventé ces produits pharmaceutiques nocifs pour nous endormir, qui, dans les réacteurs des avions, mettent des hormones pour nous endormir et nous empêcher de nous réveiller, d'avoir du discernement. Et ils ne font pas, ils ont aussi inventé le HIV, le virus Ebola. Bref, ils veulent garder la science pour eux, ils veulent garder le pouvoir pour eux. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais tous les adultes qui sont autour de nous sont soit endormis par ces sociétés secrètes, soit achetés par ces sociétés secrètes. Alors, coupe-toi de tous ces adultes, ne regarde plus les médias, regarde que ce que nous, on va te dire. C'est comme ça que ça commence. Seulement, ils sont très malins, parce qu'ils vont mélanger le vrai et le faux. Vous allez voir dans les vidéos qu'on va passer, tout n'est pas faux. Ils vont faire du faux avec du vrai. Pas sur les sociétés complotistes, c'est pas ce que je veux dire, mais sur certaines industries, sur certaines choses qui ne sont pas punies, sur des injustices mondiales où parfois politiquement on ne va pas forcément intervenir. C'est pas que du faux. La dernière étape, ça va être de dire aux jeunes, attention, ces sociétés secrètes, non seulement elles ont acheté tout le monde, non seulement elles sont partout, elles endorment tout le monde, mais en plus de ça, elles infiltrent des images subliminales partout. Vous allez voir, ils vont vous montrer que dans Fanta, orange, fruits, sanguines, il va y avoir des images insérées par les sociétés complotistes. Dans Coca-Cola aussi, partout, partout, il va y avoir des images qui n'ont qu'un but, nous endormir et nous empêcher de nous réveiller. Et vous avez des jeunes qui vont se contenter de fuir le monde actuel. Ils visent toujours des ados et des jeunes majeurs. Ce n'est pas un hasard. Et la première réaction du jeune, c'est de se couper des autres êtres humains, de fuir cette société. L'étape suivante, c'est de rejeter la société. Et l'étape ultime, c'est de se dire, seule une confrontation finale pourra régénérer ce monde. Et c'est là qu'on peut basculer dans la violence. Alors, on va y aller. J'ai pris l'exemple d'une jeune fille, première de classe, précoce, non détectée, aucun problème social, famille de référence athée, valeurs humanistes, milieu social, classe sociale moyenne supérieure. Okay ? Cette jeune fille, voilà son parcours. Elle tape mensonge sur l'alimentation parce qu'elle doit faire un exposé sur l'alimentation. Elle est en première ES. Elle tombe sur cette vidéo, le Nutella, que vous devez tous connaître, on va quand même la regarder ensemble. Vous aimez le Nutella, ok. Mais est-ce que vous aimez les tigres? Bah, profitez-en parce qu'il n'y en a bientôt plus. Si je vous demande quels sont les ingrédients principaux du Nutella, vous répondez... Du chocolat, du lait et des noisettes? Faux! En tout cas, ce ne sont pas les ingrédients principaux. Le Nutella se compose de 50% de sucre, de 20% d'huile de palme et de seulement 30% de noisettes, cacao et poudre de lait. En gros, c'est du sucre huilé aromatisé au chocolat noisette. Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à faire l'expérience de laisser un pot de Nutella au soleil afin que le mélange se décante et que les ingrédients se séparent. Après quelques heures, l'huile remonte à la surface et vous voyez à quel point le Nutella n'est pas ce qu'il semble être dans la pub. Outre le mensonge sur les ingrédients, ce qui dérange avec le Nutella... Mais faut être honnête, personne ne va arrêter d'en manger parce que c'est tellement bon. Et Bah quoi? En tout cas, vous pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Et si vous aimez tant la pâte à tartiner, vous pouvez en trouver d'autres. Bio et sans huile de palme. Bon, ok, c'est pas exactement le même goût, mais il y en a qui sont très bonnes. Alors vous voyez que là, on est loin des djihadistes. On est sur une vidéo du Nutella avec une description des choses. Le jeune va... Pourquoi j'ai perdu mon PowerPoint? Ah d'accord. Le jeune... Alors, il faut que je me mette comme ça. C'est pas pratique. C'était mieux au milieu. Hein. Je ne sais pas si les techniciens m'entendent, mais pour moi, c'est beaucoup plus pratique au milieu. Là, je vois rien du tout. Donc, en fait, il vient de visionner la vidéo sur le Nutella. Merci. Et immédiatement, il voit qu'il y a une autre vidéo. Parce que ce que je vais essayer de vous montrer,
c'est que pour passer du Nutella aux Illuminati, il y a 5 clics. C'est ça ma démonstration. Donc deuxième clic, le top des 5 choses que tu ne savais pas sur le Nutella. Vous venez d'en regarder une, vous êtes en train de faire votre exposé, vous voulez aller un petit peu plus loin sur la question du Nutella, et vous avez une autre vidéo que vous et moi, on peut tout à fait regarder aussi, on la passe vite fait. Non, là, ça... il faut chercher la petite flèche de la vidéo. Il faut monter en haut, il faut remonter votre curseur pour cliquer sur la vidéo. Voilà, et là vous le voyez, voilà, c'est ça. Quand j'ai fait ma deuxième vidéo de la chaîne, celle sur le Nutella, je me suis fait quand même pas mal bâcher. Mais pourquoi tu nous fais des vidéos sur des entreprises de merde qui exploitent les gens et qui nous pourrissent notre planète? Bon, sur le coup, leurs commentaires n'avaient pas grand chose à voir avec la vidéo, mais je pense avoir bien compris ce qu'ils essayaient de me dire. C'est donc surtout pour eux que j'ai fait stop là. Vous savez, de temps en temps, j'ai du mal à faire mon classement parce que je trouve qu'il y a trop de monde qui pousse au portillon. Bah voilà, c'est une de ces vidéos. Vous l'avez voulu, vous l'avez, donc sortez les banderoles, descendez dans la rue parce qu'aujourd'hui on regarde le top 5 des entreprises les plus maléfiques. Et c'est pas du joli. Je vous préviens, il va encore y avoir quelques images choquantes. Donc pour les plus jeunes, je vous dis à samedi prochain. Pour les autres, on rentre directement dans le numéro 1, Monsanto. Monsanto Company est une entreprise américaine spécialisée dans la biotechnologie agricole avec pour siège Crève-Cœur dans le Missouri aux États-Unis. Ça s'invente pas. Cette entreprise seule produit près de 90% des semences transgéniques mondiales à elle toute seule. Après être l'entreprise coproductrice avec Dow Chemicals de l'agent orange dont j'ai parlé précédemment, elle s'est servie de son expérience pour créer son produit phare, le Roundup, un autre désherbant puissant. Et vu que le Roundup est le premier désherbant utilisé dans le monde entier et qui fait tout crever, Monsanto a donc créé des plantes génétiquement modifiées qui résistent au Roundup. Ces plantes sont supposées avoir un meilleur rendement et sont aussi stériles, ce qui pousse les agriculteurs à racheter des graines tous les ans. Dernièrement, les études ont prouvé que le Roundup pollue les sols, contrairement à ce que disait Monsanto. Il devient donc difficile de faire pousser autre chose que des OGM sur ces sols, ce qui, aujourd'hui encore, appauvrit considérablement la biodiversité de notre planète. Je passe. Vous arrivez, vous revenez sur votre internet et vous avez liste de marques Boycott Monsanto. Donc on vient de vous parler de Monsanto. Vous avez envie de comprendre de quoi il s'agit et là vous avez une vidéo de Monsanto. Allez-y. Troisième clic. Hein. On continue parce qu'on ne fait pas un exposé sur Monsanto. Quatrième clic, pourquoi ne faut-il pas boire de Coca-Cola? J'en suis au quatrième, je viens d'avoir Coca-Cola évoqué, donc je continue mon exposé et je me dis, eh bien justement, pourquoi faut-il pas boire Coca-Cola? Est-ce que ça a un lien avec ces entreprises qu'on ne punit pas? Ah oui, ils n'ont pas tous été à l'école. Hein. Là, on est toujours sur un registre, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, les produits chimiques, pourquoi ces gens ne sont pas punis. Ah, Israël arrive. Je finis ma vidéo, je vois une autre vidéo pour toujours le même titre. Pourquoi ne faut-il pas boire de Coca-Cola? J'ai pas appris grand-chose dans celle-là. J'en suis à mon 5e clic et donc je vais cliquer sur celle-là. Bon, là vous avez l'étiquette de Coca-Cola qui date de 2003-2004 je crois. Donc voilà, elle a été découpée à la jointure, pliée sur les deux côtés égaux, comme ça, voilà. Donc quand on la plie, on la met à la lumière. Voilà ce qu'on trouve. Donc on a les cornes du diable, une bonne tête de diable avec les deux yeux là, comme ça. Voilà.
je sais pas si on voit bien au portable, on a le monde en rond, en fait là, en flamme, le monde il est en flamme, voilà, et les flammes c'est le Coca-Cola, comme on peut voir là. Hop, et on a deux mains qui tiennent le monde, en fait en dessous. Ça fait comme deux ombres qui tiennent le monde, deux mains qui tiennent le monde. Ensuite, si on la retourne, on a une grosse tête de diable en fait. Une énorme tête de diable avec des grosses cornes et les deux yeux toujours là. Comme ça, voilà. Ensuite, si on la retourne encore et si on s'amuse à faire glisser un petit peu, on se rend compte qu'on a plein de têtes de diable différentes. Voilà, on en a une là qu'on voit très bien. Hop. Et si on la remet comme ça, voilà. Alors, le jeune, il est dans sa chambre. Il se sent en sécurité parce qu'il est dans son fauteuil. Et des fois, il a encore son nounours de quand il était petit qui n'est pas loin. Et il enchaîne de lien YouTube en lien YouTube. Comme la ministre l'a expliqué, il va y avoir des nouvelles propositions. Celle-ci, par exemple, très intéressante. Là, on tombe dans le fameux orange fruit sanguine. Non, il faut revenir en arrière. Bon, ben après avoir vu Coca-Cola, mon pote Gaël et moi, comme par hasard, on regarde Fanta. Voilà, une étiquette toute simple. Fanta, c'est quoi? Fanta sanguine. Orange. World Mexique. Orange fruit rouge. World Mexique, ok? Bon, ben mon pote devant vous, il va la plier, hein, et voilà. On va bien vous montrer qu'on est bien dirigé par des satanistes, des intermondialistes qui veulent imposer le nouvel ordre mondial. Alors, je sais pas si on voit bien la tête au-dessus avec les yeux du shaitan, les deux mains qui portent le monde, le triangle de la franc-maçonnerie, bien sûr, toujours là. Alors, en bougeant un peu, on s'aperçoit que les différentes têtes de diable prennent des formes bizarres. Il y a un extraterrestre là, une tête extraterrestre. Une tête bizarre extraterrestre, ouais, c'est vrai, ouais, peut-être Roswell, on ne sait pas. Une chauve-souris sanguinaire, bien sûr, c'est l'orange fruit rouge, donc on suce le sang de ces pauvres gens. Voilà, le monde, la mondialisation, c'est sataniste, voilà ce qu'ils veulent. Voilà. J'espère que la vidéo est assez claire. Repris-le, dépile-le pour voir qu'il n'y a pas de trucage. Hop, voilà, voilà. Ça vous fait mal aux yeux, mais c'est comme ça. Fanta World, vive le monde. Les gars, bonne chance dans la vie. Je sens qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'adhésion aujourd'hui, tout le monde rencontré. Bon, vous voyez comment il commence à angoisser le jeune. On n'est qu'au début. On est donc décodé le message. Alors là, tout d'un coup, il voit, vous voyez, on était dans Coca-Cola. On arrive au 6e clic. Décoder le message crypté du logo de Coca-Cola. Et alors là, on enchaîne les vidéos Coca-Cola et on arrive plus au vif du sujet. C'est une vidéo, hein, voilà. Clairement, cette personne, en remerciant Coca-Cola Company, encourage les meurtres, les tortures, les bombardements que commet Israël envers le peuple palestinien. Voilà, et puis, l'alcool n'est pas la seule raison de boycotter Coca-Cola, vu qu'il suffit de prendre une petite étiquette autour d'une bouteille de Coca-Cola, que ce soit en français ou en arabe, et de l'inverser, de voir ça au verso. Et vous pourrez lire clairement, écrit en arabe, « Nomka, no Mohammed ». Astaghfirullah al-Adim. Quelle calomnie! Ça ne s'arrête pas là, ça s'appelle des messages subliminaux, des messages cachés en quelque sorte. Là, je vous parlais de Coca-Cola. Vous pouvez prendre aussi Fanta, Sprite, et vous verrez clairement Shaitan, Satan, en train de tenir le monde entre ses mains, ou d'autres images où on voit la terre en feu. Des images comme ça, il en existe plein, et pas uniquement dans les marques Coca-Cola. Sachez-le bien. Et pour vous prouver que certains dirigeants de mosquées n'ont aucun scrupule, la mosquée de Paris certifie que Coca-Cola est halal. Et donc, soutient Coca-Cola. Je suis convaincu que la fin des temps approche à très grands pas. Il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa religion. Alors là, vous voyez que on n'avait pas parlé d'islam jusqu'à maintenant. Tous ces liens YouTube sont faits par des recruteurs djihadistes, mais vous avez vu qu'ils ont adapté leur message à des jeunes qui sont absolument pas croyants parfois. Rien à voir avec l'islam, c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à toucher des jeunes différents. On n'est pas du tout dans la recherche de spiritualité, on n'est pas du tout dans les valeurs de l'islam, on est dans un message qui va angoisser le jeune,
qui commencent à se dire, mais à qui puis-je faire confiance? Je vais plus à la mosquée, puisque tous les imams qui sont restés en France sont achetés par ces sociétés secrètes ou bien endormis. Je vais plus à l'école, puisqu'on va m'apprendre à ne plus avoir de libre discernement. Je n'écoute plus mes parents, puisque mes parents, ils s'en rendent même pas compte, mais ils sont endormis aussi. Mes copains, mais quelle bande de mecs qui ne comprennent absolument rien, qui se laissent faire, ils sont à l'ouest, je ne ressens plus rien de commun avec eux, ils sont même pas capables de se réveiller, et donc ils commencent à se détacher. Il va enchaîner les vidéos, on va lui dire aussi, on va mettre un tout petit peu de cette vidéo-là, je vous ferai signe, c'est juste pour montrer qu'ils mettent vraiment le jeune dans un univers où partout, les francs-maçons et les Illuminati mettent des messages subliminaux pour nous endormir, pour nous empêcher d'avoir accès à la vraie vérité, à une force qui puisse combattre ces gens qui veulent nous endormir et nous acheter. Allons-y. Si nous étudions le billet de $1 américain, nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne, et lorsque l'on connaît l'amour de la franc-maçonnerie pour le symbolisme de toutes sortes, on donne un peu plus d'importance à ces choses. Donc on remarque une pyramide avec sur la pierre fêtière l'œil d'Horus. Alors, je ne vais pas vous la passer en entier, on va perdre trop de temps, parce qu'il est très lent. Mais il va vous montrer que quand il plie les billets du dollar, vous la trouvez facilement sur Internet, on voit les tours du 11 septembre brûlés. Ensuite, il va vous montrer le passeport français, et avec toujours un jeu de lumière et une certaine perspective, il va vous montrer un espèce de petit serpent qui vous regarde comme ça pour vous manger sur votre passeport. Et donc, ça continue à vouloir mettre le jeune dans un monde anxiogène. Ensuite, on arrive évidemment aux vidéos de complot sur les attentats, c'est-à-dire que la théorie du complot va aussi servir à dire ceux qui font le complot, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des gens payés par ces sociétés complotistes. On y va? Tout le monde sait que les Israéliens contrôlent le dispositif de sécurité en Belgique. Ils peuvent donc facilement commettre un tel canular. Personne ne conteste. Au contraire, les personnes en place, que ce soit la police, les services secrets ou les politiciens, les aideront à le faciliter. Ils sont presque tous partisans de la destruction, l'intervention militaire meurtrière, le racisme apartheid et l'islamophobie. Ne vous méprenez pas à ce sujet. Je me répète, mais, dans cette image de vidéosurveillance encore une fois, il ne peut s'agir que d'une taupe israélienne. C'est censé représenter la fusillade, avant et après. Mais où est passée l'image de pendant la fusillade? Vous ne la verrez jamais, il n'y en a pas. Les médias veulent vous faire croire qu'un type se déplaçant dans la rue avec un sac noir venait juste d'abattre 3 personnes dans un musée juif dans une des régions les... C'est pareil, je vais couper pour gagner du temps, vous la trouvez facilement. L'idée, c'est de couper les jeunes des médias. Les djihadistes vont vouloir couper les jeunes des médias très vite parce qu'ils veulent que les jeunes ne regardent que leur propagande. Or, pour arriver à faire croire aux jeunes qu'il va faire de l'humanitaire, qu'il va faire un monde juste, sans qu'il y ait de pauvres et de riches, pour arriver à faire croire que ce serait un monde où les femmes soient protégées, ça fait partie, hein, vous verrez tout à l'heure, eh bien, ils doivent forcément couper le jeune des médias, c'est absolument nécessaire. Voilà encore une vidéo, celle-ci on va la regarder, elle est plus récente, sur Charlie, pour ne plus avoir confiance en personne, ni au gouvernement, Même ni si dans les médias. l'islamophobie de Charlie Hebdo était manifeste, il n'y a aucune justification pour commettre un tel acte criminel. Mais les insultes répétées du magazine satirique n'ayant pas trouvé la réaction barbare tant espérée, ils ont poussé le vice jusqu'à mettre le feu dans leurs propres locaux en 2011. Aucun musulman n'avait intérêt à commettre cet acte et certainement pas dans cette hystérie collective d'islamophobie. Si les responsables de cet acte odieux étaient musulmans comme le laisse croire d'une même voix toute la presse, comment expliquer que des individus qui prétendent venger l'honneur du prophète ne puissent prononcer son nom correctement? Mahomet ou Mohamed? Mohamed, appellation des musulmans. Mahomet, appellation juive dérivant de Mahomide, qui signifie explicitement le nom béni, l'exécré. Une vidéo diffusée par France 24 montre la scène de 2 terroristes dans une rue déserte qui tirent en criant Allah Akbar. Elle a fait le tour du monde. Dans la rue en bas, vous voyez des personnes qui courent, ils ont l'insigne dorsal de la police, clairement visible. Très visible. Ces gars-là ne sont pas le tireur, ce sont des policiers.
et il se dirige tout droit vers les 2 supposés terroristes islamistes. Il y a une personne qui court en bas de la rue, et tout se passe en quelques secondes, n'est-ce pas? Puis, les policiers s'en vont, et nos 2 terroristes reviennent juste après en tirant et criant Allah Akbar. Ce n'est pas vraisemblable qu'un tel caméraman puisse se retrouver là, au bon endroit pour documenter la fusillade. Après les cris d'Allah Akbar, on a la preuve d'une attaque islamiste. Coupé, c'est dans la poche. Bon, je passe aussi sur les détails parce que c'est la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est le process. Bien sûr, il y a aussi la vidéo qui dit que le policier n'est pas vraiment mort parce qu'il n'y a pas eu de sang. Et celle-ci, c'est quand même la meilleure. C'est celle qui nous a fait le plus transpirer. C'est quand même le fait, ça, c'est le tracé de la manifestation « Je suis Charlie ». Et dans tous les réseaux sociaux des recruteurs, ils faisaient croire aux jeunes que la manifestation « Je suis Charlie » avait pris la forme d'Israël. Nous avons un peu transpiré pour comprendre comment c'était possible, en se disant « non, quand même, c'est pas possible ». Et heureusement, ils ont étiré la carte de manière à ce que le tracé de la manifestation corresponde au tracé d'Israël. Mais si vous voulez, ça, je pense que c'est l'un de leurs meilleurs coups, parce qu'on met un petit peu de temps pour arriver à comprendre comment ça a été possible. Vous voyez, à ce stade-là, le jeune, il se méfie des élus, des médias, de ses parents, de ses copains, les profs, on n'en parle plus, il est complètement isolé. Là, il va commencer à regarder ces vidéos qui sont spécialisées dans la théorie du complot. Je vous ai juste mis le titre pour que vous les repériez, si vous avez des amis qui y vont, et je vous donne un extrait, parce que là, il y a un condensé. Vous allez voir, on dit jamais à un jeune « je vais t'embrigader ». On dit à un jeune, les autres sont endoctrinés, les autres sont endormis. Toi, Dieu t'a élu pour que toi, tu aies du discernement, pour que toi, tu vois des choses que tes copains ne vont pas voir, que les profs ne voient pas, que les élus ne voient pas. Toi, Dieu t'a donné le discernement. Et là, l'islam arrive. C'est à ce moment-là que ça commence à basculer. Toi, tu as une mission, c'est le devoir, et ensuite de trouver des solutions. Et toutes les solutions que le jeune va trouver ensuite, que ce soit du repli sur lui, que ce soit de la rupture avec les autres ou que ce soit de la violence, il les prendra parce qu'il se croit en légitime défense. C'est bien ça qu'il faut comprendre. On y va pour cette vidéo, c'est un extrait, je vous laisse regarder et apprécier. Il faut la mettre un peu fort, celle-là. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. There's something wrong with you. You don't know what it is, but it's there. Like a splinter in your mind, driving you mad. It isn't has brought you to me. Do you know what I'm talking about? Do you want to know what it is? From the shadows, they have engineered every major war, revolution, and recession. They learned the secret arts of the Kabbalah, an ancient form of Jewish magic, along with its dark rites and rituals. We're not talking about the Freemasons that live across the street from you. We're talking about a worldwide fraternal organization that is powerful enough and wise enough to operate behind all governments in the world. There is a secret word, the name of the true Masonic God. This name is Yarbulon. Yarbulon is really an alternative name for the devil. Il cite des grands noms. The Nazi Black Ops program, incredible high technology efforts, some of which appear to be the control of gravity itself. I believe was building toward a mass, carefully manufactured fake event
they are going to basically stake out the world. Now what are they really? Do they really want to know what they are? No, they want to know what they want. You know, how their idea that they want to spread is something, or a pre-constructed idea, which is disinformation. It's not the real thing. If you knew what these entities were, you will not even touch them. You would just drop the other way. Because the moment you call them UFO, you are doing exactly what the enemy wants you to do. People confuse Judaism and Zionism. They consider it one and the same. In actuality, it is the diametric opposite. You opened up the Human Rights Watch report, which says that Israel committed humanitarian crimes and crimes against humanity. You opened up the Amnesty International report, they say the same thing. If only enough Jews can be exposed to the truth of history about the 1967 war in particular, they will end their silence. You know, the idea of that targeting Hamas is belied by your own news coverage. You've all seen the babies being carried into the hospital. Because this media is here and designed to make sure that they ask no critical questions, to make sure that the only thing that they are concerned about is having a good time. The only thing they're concerned about is acquiring more and more material things. And so that is why today, one of the struggles that you have as young people, that when you want to do different events and you want to talk about real issues, you have the struggle of many of your peers who've been so conditioned in this matrix that they would rather party than listen to the truth. But you have the responsibility of helping to wake them up. And fortunately, you do not need a whole bunch of people to do it. Because once you have the truth, it doesn't matter how many people you have. You have quality people. You have quality people. You have quality people. You have quality people. To the real world. All I'm offering is the truth. And voilà, j'attendais le ne dites pas qu'on vous aura pas prévenu. Donc vous voyez que la logique est complètement échangée et que pour avoir du discernement, il faut wake up. Hein, il faut donc finalement se couper des autres. Vous voyez qu'à chaque fois, alors le but est vraiment que la personne n'ait plus confiance en personne. Ça, c'est un Facebook d'un jeune qui en est à ce niveau d'embrigadement. Vous voyez que la vérité est à droite. Ceux qui possèdent la vérité, c'est donc Daesh, mais qu'ils mettent au même niveau le Japon, l'Angleterre, l'USA, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Allemagne, Israël, la Tunisie. C'est-à-dire, c'est eux contre le monde entier, bien entendu. Voilà, ça, c'est encore... Je tenais à partager ça avec vous pour les jeunes qui peuvent avoir près d'eux, parce que ça touche toutes les classes sociales. Quelqu'un qui bascule, vous voyez qu'eux se voient comme des gens qui vont libérer la paix, libérer la liberté. Ils se voient comme des gens qui veulent régénérer le monde. Et ça, c'est un Facebook de terroristes. De terroristes. C'est pas comme ça qu'on les voit. Ils vont avoir un sentiment de persécution qui va monter, à tel point qu'ils vont imaginer que les marques des vêtements, fait aussi partie du complot pour continuer à nous, éloigner du Dieu unique, et notamment de l'islam, pas l'islam pratiqué depuis 14 siècles des musulmans. L'islam, le vrai islam, celui qui est inventé par El-Baghdadi, qui s'auto-préclame calife de Daesh, et évidemment, ce serait la seule force qui pourrait réveiller les jeunes. Vous voyez, ils envoient une liste aussi de choses à ne pas manger en pensant que les sociétés secrètes mettent de la gélatine de porc dans tous les E408, E411, E412, E413. Donc le jeune qui est embrigadé, il ne mange pas halal, il ne mange pas pas de porc, non, il ne mange plus rien parce qu'il part du principe que tout produit industrialisé contient de la gélatine de porc. Ça va être un de nos indicateurs.
Il se voit, voyez, le symbole du lion. En islam, c'est la protection. Il a l'impression qu'ils sont entourés de chiens galeux autour d'eux. Les principes de la théorie du complot, vous l'avez compris, d'abord, c'est de jamais parler de théorie du complot. Bien au contraire, on se dit que nous, on va avoir du discernement et que les autres sont endormis. C'est de jamais citer ses sources. Il y a des choses vraies dans ce qui est dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec la politique d'Israël en ce moment, mais il y a évidemment des mises à bout, des montages qui sont complètement faits en sorte pour que tout soit complètement diabolisé. On se revendique être les seuls qui possédons la vérité, on fait semblant de s'appuyer sur la science et la raison, on établit des liens entre des événements qui n'existent pas, c'est le propre de la théorie du complot, on refait de l'histoire avec l'histoire, donc en mélangeant le vrai et le faux, on recherche les détails troublants, on a une vision du monde binaire, et il faut faire attention en face à ne pas tomber dans le miroir, on refuse le hasard et on refuse la contradiction, bien sûr. Le jeune, à ce moment-là, il est vraiment dans une posture où il se dit seule une confrontation finale avec ce monde complètement pourri, complètement corrompu, pourra le régénérer. Et c'est là qu'il passe de la fuite à la violence. Voilà encore une photo de Facebook d'un terroriste qui arrive sur zone. Voilà la mission qu'il se donne de régénérer le monde. Après ça, hop, pourquoi ça ne veut pas passer? Je sais pas, on n'a pas le temps je veux passer au suivant. Ça, c'est l'illustration de la confrontation du monde. Je veux juste, avant de finir, attirer votre attention sur le fait que je sais que tout le monde a envie de se dire ça n'arrive qu'aux autres, le basculement dans le radicalisme, ça n'arrive qu'aux jeunes qui habitent les banlieues, qui n'ont pas d'espoir social, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas eu d'éducation, qui sont mauvais à l'école. Vous vous trompez complètement. L'avenir le dira. Dans les 9000 parents qui ont appelé le numéro vert du ministère de l'Intérieur, il y a presque la moitié qui sont de classe sociale moyenne, qui sont de familles non musulmanes, qui n'ont jamais connu l'immigration. L'embrigadement peut toucher un de vos meilleurs amis. J'ai des filles qui étaient en 3e année de médecine qui ont basculé. J'ai des garçons qui étaient en 2e année de l'ENA. Et ils avaient dit qu'ils voulaient changer le monde. Ils avaient dit qu'ils voulaient un monde meilleur, qu'ils voulaient s'engager. Les recruteurs ont réussi à retourner leurs valeurs humanistes contre eux-mêmes, à l'insu de leurs parents. Regardez, ça, c'est un Facebook d'un des plus grands émirs, un des plus grands recruteurs. Vous voyez, il n'y a pas marqué terroriste au premier regard. Vous pouvez aller surfer sur son Facebook. Bon, histoire de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, quand vous l'analysez, ce sont eux qui utilisent des images subliminales. Regardez, 19, en fait, ce sont les 19 terroristes du 11 septembre. Et voilà. Et HH, c'est quoi? À mon avis, c'est soit les tours de Manhattan, soit à Hitler. Soit les deux. Donc, tout est en image subliminale, évidemment, au deuxième regard. Vous avez vu qu'ils utilisent des passages de Matrix pour rentrer dans l'univers des jeunes, pour rentrer par ceux qui connaissent de la culture française. Dans leurs vidéos de propagande, ils utilisent aussi la trilogie du Seigneur des Anneaux. D'accord? Alors, regardez un peu les titres. Hein. La communauté de l'anneau, eux, ils s'appellent la communauté des véridiques. Hein, c'est ce qui les distingue des autres musulmans et des mécréants et tout ça. Les deux tours. On dirait que c'est le livre chevet de Ben Laden, hein, parce que j'ai vérifié, Le Seigneur des Anneaux, il a été écrit avant le 11 septembre. Les deux tours, je vous rappelle que l'œil du mal est dans les deux tours, quand même, pour ceux qui ont vu le film. Et le retour du roi, tout le fantasme des djihadistes, c'est que parmi eux, il y a le Mehdi, le dernier descendant du prophète, qui va régénérer le monde et combattre les forces du mal. Donc vous voyez, bon, bref, je passe. Vous voyez ce personnage. Ce personnage, il revient dans toutes les vidéos de recrutement. Moi, je pensais que c'était une femme voilée de loin. Alors, c'est dans les messages importants. Hein. N'écoute pas tes parents, méfie-toi de tes amis. Alors là, je vous ai pris celui-là. On dira de vous que vous êtes égaré, loin de l'islam. On dira que vous avez changé, qu'avant vous étiez mieux. On dira que vous êtes radicalisé. On dira que vous êtes endoctriné. Tout le monde vous méprisera. Et j'étais persuadée que c'était une femme voilée. Et plouf! C'est un personnage, le premier garçon qu'on a déradicalisé, il nous dit « mais c'est pas du tout une femme voilée ». C'est le personnage d'Assassin's Creed, mon jeu préféré. Donc ils sont assez malins. Ils sont assez malins pour prendre une iconographie qui fasse écho à la fois aux hommes, à la fois aux femmes, à la fois aux filles, à la fois aux garçons. Ils sont très forts. Il faut bien faire attention. Ils vont regarder. Ça, c'est des images de scouts pour partir en Syrie. C'est des images des scouts, ça. Alors regardez, des images de terre promise. Regardez, des images tout à fait universelles. Le réel bonheur et le sens de l'être humain. Ça ne parle pas à tous les adolescents, ça. Et puis, ils vont donc faire aussi des images de nos vieux fantasmes de Walt Disney. Alors, vous allez voir, il y a même une vidéo spéciale Walt Disney.
Ils vont aussi utiliser des images de chevaliers, le chevalier qui se sacrifie des livres de notre histoire. Regardez, c'est pas chevaleresque cette image de terroriste? Et celle-là, c'est pas chevaleresque? Je vais remplacer l'ONU, puisque tout le monde s'en fout que Bachar el-Assad gaze son peuple. Moi, je vais remplacer l'ONU. Moi, je me sacrifie pour laisser une trace. Des images de toute puissance aussi, bien sûr, quand même, hein. Il faut bien aussi happer les jeunes qui ont envie d'avoir une justification pour tuer le reste du monde. Je vous montre juste cette vidéo, juste un petit passage, jusqu'à ce que le barbu se mette à genoux avec un bouquet de fleurs, pour vous montrer qu'ils vont aussi faire croire aux femmes, qui souvent ont vécu des violences, que là-bas, elles vont être protégées et aimées pour toujours. Je vous passe juste un extrait pour que vous voyez la perversité de ce recrutement. Vas-y. أوعدك يا حظي إذا تعثرت لأوقف من جديد وأوعدك يا دمعي إذا تأثرت لا تبسم وراك وأوعدك يا الصبر الوفي لو ما بقى مني وريد ما بيعك الهم بعد ما قلبي صاحبك وشرى ووعدك يا همي تهون وتبقى عن عيني طريق حتى أشوف نهايتك يا هم وآخرها معاك. C'est pas le prince arabe, hein, c'est le prince barbu, tout original. أوعدك يا حظي إذا تعثرت لأوقف من جديد وأوعدك يا. Bon, on va s'arrêter là. Mais à des jeunes filles qui ont été violentées, ils vont proposer l'illusion d'être en sécurité. La dernière vidéo, après j'arrête, c'est la vidéo qui est faite spéciale pour les jeunes type Lancelot. Genre, je remplace l'ONU. Vous allez voir, c'est la musique du Pirate des Caraïbes. Et regardez bien, il y a l'épée... c'est l'épée de quel film? Je crois que c'est l'épée du Seigneur des Anneaux qu'ils ont tamponné Daesh pour faire sens avec l'univers des jeunes. Et il y a le Petit Prince. Vous avez vu la poste, mais les timbres Petit Prince. Et bien Daesh a mis le Petit Prince dans la vidéo des recruteurs francophones. On regarde celle-là avant que je me taise. Faut la monter celle-là. Elle doit être grande, voilà. Sabilillah, c'est gratuitement. Voilà l'épée. Voilà notre petit prince. Voilà, j'espère vraiment vous avoir convaincu que ça pouvait arriver à des gens très différents. On n'est plus du temps d'Al-Qaïda. Quand vous avez quelqu'un qui vous tourne le dos, est-ce que c'est une simple dispute? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'endormi? Il faut ne jamais accepter la rupture, toujours être dans le partage. Je vous ai mis en photo un petit livre fait aux jeunes qui va sortir la semaine prochaine où justement je donne les outils aux jeunes pour garder le lien, garder le partage, parce que sans partage, il n'y a plus de chaîne humaine et quand il n'y a plus la chaîne humaine, c'est la chaîne de la mort. Je vous remercie. Merci beaucoup Dunia Bouzar pour cette présentation qui, je crois, nous a tous interpellés, ou tout du moins la plupart d'entre nous. Je demanderai sûrement très vite à Tracy et Antoine de réagir puisque ça nous concerne nous particulièrement, et puis j'ai noté quelques éléments très importants dans cette présentation sur le dialogue, sur la rupture, sur le fait que nous pouvons tous être concernés. Donc par rapport à ça, Tracy et Antoine,
En tant que jeune de cette génération, qu'est-ce que vous a inspiré du coup cette présentation de Dounia? Et puis est-ce qu'au quotidien, vous, parmi peut-être vos amis, vous avez ce problème de dialogue ou des jeunes qui ont regardé ce type de vidéo, qui vous en ont parlé peut-être? Alors moi je vais commencer. Moi j'avais déjà participé à plusieurs réunions avec Madame Dounia Bouzar où j'avais vu d'autres films et d'autres exposés. Ce qui est assez dramatique, c'est qu'aujourd'hui, ça touche vraiment tout le monde, tous les jeunes, et en particulier les adolescents et les jeunes majeurs. Moi, je vais appeler ça comme ça, entre 17 et 21 ans, parce que c'est l'âge de la rébellion. Et je pense que l'âge de la rébellion, c'est l'âge où on se dispute beaucoup avec nos parents et on est beaucoup influencé par nos amis et surtout maintenant par la nouvelle technologie qui est Facebook, Twitter, etc. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite et parfois c'est même trop tard. Et il y a un film pendant tout cet exposé il y a un film qui m'est revenu, qui est sorti il y a 2 mois à peu près à la télé sur France 2. C'était Ne m'abandonnez pas. C'est un très très beau film tiré d'une histoire vraie. Et je pense que ce film parle beaucoup de la représentation d'aujourd'hui et nous montre en fait le début, le commencement de l'endoctrinement jusqu'à son allée à la Syrie. Donc il y a la chute à la fin, la fille ne part pas, mais on voit vraiment toute la difficulté entre la rencontre et le combat de ses parents envers la fille, et surtout de cette coupure qu'elle a entre ses amis et de cette façon de fuir et de tout rejeter. Donc c'est quelque chose qui est vraiment assez marquant et assez choquant. C'est un film que j'ai vu et revu. Et pour moi, ce qui est assez dur à voir, c'est que voilà, dans le film, c'est une fille qui, ses parents sont de confession musulmane, et c'est des gens qui ne sont pas forcément pratiquants. D'ailleurs, on le montre, ils sont divorcés, ils boivent, ils mangent de tout et de rien. Et cette fille, au fur et à mesure, elle va arriver à des moments où elle ne va plus manger de la viande, même arriver à de la viande halal, elle va se dire oui, mais non. Tout ce qui est alcool, bon, elle ne boit pas parce qu'elle est, je pense, mineure, parce qu'elle se présentait pour entrer en Sciences Po. Donc c'est une fille qui était aussi très intelligente, qui avait été acceptée à la Sciences Po. Et on voit en fait tout ce début de détérioration, et on voit aussi un homme qui apparaît au début ou qui montre que je viens vous voir, je vous alerte, parce que votre fille est en train de se faire endoctriner, et cette fille-là vient de se marier avec mon fils, qui est en Syrie et qui est en djihad. Donc c'est vrai qu'on a ce lien où la femme au début a peur, mais fait des recherches et ne dort pas. Et on montre tous les petits points importants de l'endoctrinement. Les petits pas, tout au long du film, jusqu'à l'isolement total, jusqu'à même un moment, et c'est ce qui m'a le plus marqué dans le film, et je pense que c'est ce qu'on a un peu retrouvé ici, c'est qu'elle dit à son pseudo-mari, j'entends ta voix tous les jours, j'adore la musique que tu fais et je l'écoute en boucle. Et là, son pseudo-mari, je le redis, lui dit, mais pourquoi tu écoutes ça? Mais ça, c'est Shaitan, n'écoute pas. Ça, c'était le mois d'avant, maintenant, c'est plus ça. Et là, on se rend compte vraiment qu'elle a un moment d'hésitation en se disant, mais pourquoi? Non, j'aime ce que tu fais. Oui, mais non, ça, faut pas aimer. Faut pas aimer. Et c'est là où je pense qu'à ce moment-là, elle a dû avoir quand même un petit truc, parce qu'au niveau de son visage, il y a eu un moment de doute. Et ce moment de doute, pour moi, en tant que spectatrice, je pense que je l'ai vu à ce moment-là, et aussi au développement d'autres événements à venir, d'où, si je meurs, ne t'inquiète pas, il y aura un autre mari pour s'occuper de toi. Mais non. Le doute, je dis juste une
phrase pour rebondir. Le doute, c'est ce qu'on fait en déradicalisation. C'est-à-dire, c'est quoi déradicaliser? C'est essayer de faire réémerger l'individu, aller chercher l'individu qui existe encore sous l'embrigadement. Et pour ça, il faut qu'il ressente quelque chose pour qu'il arrive à redevenir un individu qui pense. Et justement, eux essayent de faire en sorte qu'il ne ressent plus rien pour qu'il ne pense plus et que ce soit le groupe qui pense à sa place, comme j'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, on voit ce passage où tout d'un coup, elle voit une contradiction, une incohérence, puisque cet homme qui est entre guillemets converti au radicalisme était un musicien, il lui interdit d'écouter sa musique, et c'est vrai que là, elle a une déstabilisation. Il va y avoir un film formidable, vous découvrirez fin septembre à la rentrée au cinéma, qui va être extraordinaire sur ce sujet-là. Mais je vous laisse la surprise. Et voilà, et c'est là où on arrive en fait au pas final, où une fille qui a vécu cette histoire-là, ou qui est partie, je pense, qui est partie en Syrie, qui est revenue, et arriver à lui faire ouvrir les yeux vraiment à quelques minutes avant de partir en Syrie. Et je reviens, donc je ne suis pas partie un peu hors sujet, je reviens pour rebondir, c'est que tout ce qu'on a eu aujourd'hui en exposé ici, on l'a dans un film, et en fait cet exposé-là amène cette vie qui a été fait, donc le film au mois de janvier, donc amène cette vie-là de personnes, de jeunes filles ou hommes de confession musulmane ou pas, à se faire endoctriner d'une façon, pour moi, qui est un peu catastrophique. Donc voilà. On parle effectivement de la fracture aujourd'hui qui divise notre jeunesse, mais effectivement les liens d'amour, les liens de dialogue sont des choses qui peuvent nous rassembler aujourd'hui. Qu'est-ce qui pour vous justement constitue l'essentiel, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, qui permettrait de créer du lien et de partager nos valeurs? Antoine et peut-être la parole Antoine. C'est moi. Qu'est-ce qui permettrait de créer du lien? C'est assez effrayant tout ce qu'on a vu. C'est vrai que c'est dur de créer du lien en partant là-dessus. Je pense que la base a priori c'est de communiquer. C'est peut-être plutôt l'expert éducation qui maîtrise le sujet. Mais communiquer, il faut avoir des langages communs. C'est un peu la base. Avoir des langages communs par rapport à ça, c'est compliqué. Surtout entre nous, on est tous d'accord, on va pas faire avancer le monde, des gens qui sont d'accord, qui discutent, on va pas tout bouleverser. Il faut arriver à attirer ces personnes-là autour de la table et à échanger avec eux. Et ça, j'ai pas les codes, on aura les codes dans une semaine quand le bouquin sera en librairie. J'ai été confronté une fois à ça et j'avoue tout à fait que j'ai pas du tout maîtrisé la situation. J'ai un ami qui, alors je sais pas si c'est parce qu'il est fan de Nutella ou pour d'autres raisons, qui est un peu tombé là-dedans. Donc, tous ceux qui mangent du Nutella partent pas chez Daesh. Voilà. C'est rassurant. Je sais pas. Voilà. Bref, je connais pas la raison, mais c'est arrivé, c'est assez dramatique. Et c'est ce que vous disiez. Enfin, cette personne, il était en école avec moi, donc c'est pas un idiot. Enfin, il a son master. Ça veut pas dire non plus que c'est un génie, hein, mais c'est pas quelqu'un qui est facile à manipuler. Enfin, et du jour au lendemain, en tout cas de mon point de vue, il a quand même envoyé un mail à toutes ses connaissances filles en leur disant c'est pas individuellement contre vous, mais sachez que je répondrai plus jamais à vos appels ou vos textos ou vos emails. Ne vous vexez pas, c'est pas ciblé contre Mélanie ou Lucie qui va. Voilà, c'est en général. Et alors là, c'est vrai que de mon point de vue, qui n'ait pas de connaissance de l'islam, c'est assez dur de lui expliquer qu'il a tort. J'aurais même du mal à citer les 5 piliers de l'islam. Donc, alors forcément, je vais avoir du mal à confronter ma position à la sienne pour essayer de le ramener. Vous avez très bien réagi parce que vous avez été choqué. C'est-à-dire, le fait qu'il envoie ses mails, vous vous êtes dit, tiens, ça ne ressemble pas à une religion. Ce comportement de rupture, de dire aux filles, je ne leur parle pas, ça vous a choqué. Et déjà, vous avez été dans la pédagogie parce que vous lui avez signifié que, dis donc, ça me choque. Et ce qui aurait été grave, c'est que quand ils écrivent aux filles, plus jamais je parle avec vous, vous vous disiez, chez eux c'est comme ça, chez les musulmans c'est comme ça, les femmes et les hommes ils se parlent jamais, c'est une religion très archaïque, je suis pas choquée, ce mec est devenu musulman, donc il parle plus aux femmes. Il l'était, hein. Comment ? Il l'était. Oui, lui, oui, mais en fait il était en train de se faire radicaliser, et vous l'avez senti au feeling. Il n'y a pas besoin de connaître la religion pour savoir que quand on empêche le partage, on n'est plus dans religion reliée, on est forcément dans couper, séparer, pratique sectaire, pratique de haine. Et vous lui avez renvoyé ça. Donc vous avez fait votre petit geste
Pour qui était important. Pour l'autopsie, je suis totalement d'accord avec vous. Pour le diagnostic plutôt, parce que l'autopsie c'est un peu plus morbide. Mais c'était, je suis désolé, c'est peut-être un lapsus. C'était justement par rapport à la difficulté de se recentrer et de dialoguer ensemble. Oui. Et même si le diagnostic est, enfin, je vous remercie de me féliciter par rapport à ça. J'ai pas fait grand-chose à part être choqué. Je suis choquée, je suis surpris. Comment le mettre autour de la table ? C'est normal. C'est très important ce que vous avez fait. Comment ces personnes-là, j'espère que tout le monde n'est pas confronté à la même situation. Mettre sa personne autour d'une table et discuter. On ne peut pas discuter. On peut les rassurer par les émotions, on peut leur signifier des choses par des comportements, et c'est ce que vous avez fait. En disant « Oh, je suis très surpris », eh bien, ça ne valide pas ce qu'il veut présenter comme quelque chose qui est lié à sa religion, ça ne le valide pas, ça lui montre qu'il y a quelque chose d'anormal, et vous le signifiez. Et c'est ça qui est déjà un début de lien de chaîne humaine, de lui signifier que cette rupture, elle ne peut pas faire partie d'une croyance. Il y a quelque chose d'anormal. Le point est très justement abordé. Je comptais justement rebondir là-dessus, c'est-à-dire, et peut-être vis-à-vis de Robert, justement, comment peut-être en tant que franc-maçon, en quoi la démarche maçonnique peut-elle peut-être favoriser le partage et le vivre ensemble dans des situations comme celle-là, où les opinions sont différentes, où on voit que le dialogue est compliqué. Comment trouver un espace commun, peut-être des éléments communs qui nous permettraient de continuer à converser malgré le choc, malgré la difficulté de converser et de continuer à échanger. Est-ce que la franc-maçonnerie peut apporter des pistes ? Je vais répondre à la question, mais je veux d'abord faire un préalable par rapport à ce qui a été dit et à ce que Madame Bouzard a présenté, dans lequel j'ai particulièrement apprécié les références qu'elle a faites au totalitarisme et au nazisme. Car en effet, une phrase qui m'avait énormément choqué dans le livre de Primo Levi, Si c'est un homme, c'est cette constatation du prisonnier juif qui disait ne rencontrer un regard qui le reconnaissait comme être humain, non pas dans le regard des gardiens, mais simplement dans le regard des chiens qui aboyaient contre eux. Ça veut dire qu'il y a un stade où on cherche à faire perdre à ceux que l'on veut faire disparaître toute qualité d'humain ou d'humanité. Et je crois que c'est ce que sont en train de faire ces gens-là. C'est pas nouveau. Nous avons connu dans l'histoire d'autres périodes de millénarisme échevelé. Je vous renvoie d'ailleurs à un livre de Gérard Haddad qui s'appelle « Les folies millénaristes », et vous verrez que déjà, au XVIe siècle, époque dont parlait tout à l'heure Madame la Ministre, il y avait des phénomènes comparables à ceux que nous connaissons aujourd'hui, mais qui sont bien sûr multipliés et développés par les nouveaux moyens de communication. Et j'ajoute que je trouve que le discours dans les médias aujourd'hui tient beaucoup trop compte du phénomène religieux, que je dénie à ces gens-là. La religion n'est qu'un prétexte pour établir un pouvoir, et je leur réfute tout argument religieux en ce domaine. La religion, comme vous l'avez dit, madame, ça n'est pas du tout ça, c'est même exactement le contraire, et je crois qu'on leur fait trop d'honneur en essayant d'étudier ces phénomènes sous l'angle religieux. Non, c'est une prise de pouvoir, c'est une volonté de domination et qui utilise des codes que nous avons connus de par l'humanité et qu'il faut combattre maintenant, effectivement, aujourd'hui. Alors, maintenant, la réponse à la question. Vous comprenez bien sûr que si, dans les loges, nous réunissons des gens totalement différents, venant d'horizons très divers, ça n'est pas pour établir des fractures entre chacun. Ça n'est pas pour dire « Ah ben lui il pense comme ça, il fait comme ça, donc c'est son choix ». Non, c'est pour précisément faire un travail collectif pour retrouver le fond commun qui réunit toutes ces personnalités extrêmement différentes. Il y a bien quelque chose qui nous fonde, nous, en tant qu'hommes, et quand je dis hommes, c'est hommes et femmes, bien sûr. Il y a bien un certain nombre de valeurs qui nous fondent dans notre humanité. Et c'est à cette recherche que sont conviés
les francs-maçons, pour essayer de réaliser un peu ce que déjà le chevalier de Ramsay écrivait en 1738 dans un discours fameux qui est reproduit un peu partout et qui imagine la Terre entière, enfin l'Europe à son niveau, comme une grande république, une famille dont tous les habitants seraient des enfants. Donc la franc-maçonnerie ne peut pas créer de fracture, c'est contraire à son éthique, très exactement contraire. Elle ne cherche qu'à relier et rassembler. Mais bien sûr, pour avoir ce travail-là, pour avoir cet effet-là, il faut faire un travail sur soi, bien évidemment. Il faut essayer de comprendre quelles sont ses motivations et quels sont ses choix pour essayer de s'ouvrir mieux à l'autre. Tout à l'heure, nous parlions effectivement, une question a été posée, mais alors, quelle est la différence par rapport à un engagement militant ? La différence, elle est simple. Le travail du franc-maçon commence par un travail sur soi. Pourquoi voudriez-vous, dans un acte militant, que nous allions porter au dehors le propre chaos que nous avons en nous ? Il faut d'abord une mise en ordre en soi pour essayer d'aider à retrouver un peu d'ordre à l'extérieur. Et je vais terminer avec cette phrase de Camus que j'aime bien et que je cite souvent. Nous avons tous à l'intérieur de nous nos bagnes, nos conflits et nos désastres, mais notre vocation n'est pas de les répandre autour de nous, elle est de les contenir et, si possible, de les surmonter. Merci beaucoup.